Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On a la chance et le bonheur de recevoir ce matin Issa Abdou, le président du conseil de surveillance du CHM. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Mian, bonheur partagé. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, y compris si c'est tôt le matin, mais avec bonheur. Mais tôt le matin parce que les gens écoutent la radio et regardent la télévision le matin. C'est vrai, ils ont raison. Alors on a eu l'idée de faire la matinale vers 19h, 19h30, mais une matinale le soir c'était un petit peu... Pas adapté, pas vous qui allez dire le contraire, tiré par les cheveux. Bon allez, plaisanterie à part. Sans aucune transition, on le disait tout à l'heure, cette histoire du viol de ce petit garçon de 10 mois, on va pas revenir sur les faits, tout le monde sait ce qui s'est passé. Maintenant, il y a les parents qu'on a pu rencontrer hier, notamment le papa, enfin, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, ils sont pas bien, ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils se sentent complètement désemparés. Une cellule psychologique me semble indispensable. Votre sentiment là-dessus? Les bras en main tombent, on n'a pas de mots pour qualifier ça. C'est affreux. Ouais. C'est vraiment inimaginable. On ne trouve pas les mots pour ce genre de situation, mais autant que faire se peut, c'est vrai que j'espère que les parents nous écoutent ce matin, qu'ils soient assurés du soutien, de notre soutien. Et si on va voir, vous me prenez à la volée, mais je pense que on va voir avec le CHM ou avec les services sociaux du département ce qui est possible de faire pour accompagner cette famille, ne serait-ce que sur le plan moral. Je crois que c'est une nécessité absolue. Et si on peut aider, voilà, on le fera avec plaisir parce que je pense qu'ils en ont besoin et on sera là aussi pour les accompagner. C'est aussi notre rôle. Merci pour eux, Issa Abdou. Sans transition aucune, on va passer d'un sujet à l'autre. La disparition, le décès de Adrien Giraud. On s'y attendait, ça devait arriver, il était malade, 82 ans, mais ça reste un moment toujours compliqué. Oui, et je veux, merci de me donner l'opportunité, l'occasion de me joindre au concert d'hommage qui lui est rendu depuis hier. C'était une belle émission hier sur votre plateau. Et je veux dire à sa famille toute mon affection. Vous savez, Adrien Giraud, c'est le qualificatif de monument n'est pas usurpé. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le territoire. Et je veux dire à sa famille toute mon affection et au fond leur dire que le départ d'Adrien Giraud laisse tous les Mahorais orphelins, vraiment de toute tendance confondue, de tout bord politique confondu. C'était vraiment un grand Mahorais qui nous a quittés. Et par les temps qui courent, je crois qu'il est bon de rappeler que plus que jamais, le combat doit continuer. Le combat continue et, comme on dit ici, Rahashiri. Merci pour ce bel hommage. Issa Abdou, le séisme. Je sais, il y a plein de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais on doit les aborder. Le séisme, les séismes, cet essaim de séisme commence sérieusement à perturber la population. Alors, on sait qu'on ne peut pas prévoir, on le sait. Ça, tous les spécialistes nous l'ont dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer la population ? Vous avez décidé de plomber l'ambiance ce matin. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est l'actualité. Non, mais c'est important. Et au fond, nous sommes, depuis le 10 mai, en train de connaître cette succession de secousses, ce que nous appelons les SM. Et c'est vrai on est étonné par le silence du gouvernement au fond, mais que les Mahorais soient sûrs d'une chose, le conseil départemental, eh bien, a toujours demandé au gouvernement d'agir. Et c'est vrai, nous avons eu l'occasion de le faire en live avec la ministre qui était là, puisqu'elle a assisté à cela en direct avec nous. Et c'est vrai que ça l'a obligé quelque part aussi à faire des annonces avant son grand discours sur le développement du territoire. Et il faut, au-delà des mots, au-delà de l'amour, il faut faire preuve d'amour. C'est ce que nous attendons aussi de notre gouvernement parce que il y a des gens qui sont traumatisés. Il y a des stress avérés depuis cette succession pas plus tard qu'hier soir. On ne connaît pas la magnitude encore, mais c'était très fort. Ça a secoué, c'était à 1h du matin. Les Mahorais n'en peuvent plus. 800, un peu plus de séismes, de secousses comme ça qui se sont succédés depuis le 10 mai. C'est plus possible de continuer comme ça. Et donc, mais comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas les empêcher. Oui,
C'est vrai, mais il y a en revanche une chose que nous pouvons faire, et nous, au conseil départemental, nous demandons 3 choses. D'abord, revoir le qualificatif qui classe Mayotte dans la catégorie des zones modérées à hauteur de 3 environ. On devrait passer en zone 4. En zone 4, voilà, on voit bien qu'on ne peut plus faire comme avant. C'est plus possible. Et quand on pense que la Martinique est classée au niveau 5 et que la Mayotte au niveau 3, voilà, on n'est plus dans la modération, donc il faut revoir ça. Alors ça a des conséquences sur les constructions, sur les normes, etc. Mais la santé, la sécurité des Mahorais n'a pas de prix. C'est semble la moindre des choses. Le deuxième élément que nous demandons avec insistance, c'est faire en sorte que nous envoyions sur place une équipe d'experts pour évaluer avec exactitude ce qui est en train de se passer. C'est comme fou, depuis le début, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, d'accord, on ne peut pas prévoir. D'accord, on ne peut pas prévenir un séisme. Mais quand même, qu'on sache avec précision ce qui est en train de se passer, ça me semble la moindre des choses. Qu'on ne nous explique pas que la 5e puissance du monde n'est pas capable d'avoir d'experts capables de mesurer, de nous dire ce qui se passe à Mayotte. C'est ce que nous demandons, y compris, vous parliez tout à l'heure de cellules psychologiques, voilà quelque chose qui serait bienvenu là aussi ici à Mayotte. C'est quelque chose que nous demandons ici fortement. Et puis, j'ajoute enfin, et c'est le 3e élément que nous demandons, c'est vraiment que l'on classe Mayotte dans la catégorie de nos catastrophes naturelles, parce que je me suis renseigné auprès de certains experts et j'ai cru comprendre que à partir du moment où on dépasse les 5,2 de magnitude sur l'échelle de Richter, eh bien, on peut être classé en zone de catastrophe naturelle. C'est déjà le cas depuis un moment et on se demande pourquoi l'État, la préfecture n'a pas agi en ce sens. Mais il faut, c'est quelque chose que nous demandons. Le président du conseil départemental va faire une saisine à l'adresse du Premier ministre et au gouvernement dans ce sens-là. Ça suffit. Il faut que notre État nous protège, nous dise ce qui se passe, nous accompagne dans ces moments difficiles. Je voyais, et j'ai une pensée pour la population de Dembéni et le lycée qui a été évacué. Il y a le conseil départemental est menacé par des droits de retrait. Il y a la mairie de Dembéni, il y a des agents qui ont demandé des arrêts maladie. On en est là. C'est de ça qu'il s'agit. Et des fissures à ne plus finir, il faut que notre État nous accompagne. Voilà les 3 choses que nous demandons avec insistance. Et on ne lâchera pas le morceau tant qu'il n'y a pas une mission qui est dépêchée à Mayotte, tant qu'il n'y ait pas cet arrêté qui déclarerait d'une manière officielle la zone de catastrophe naturelle à Mayotte. C'est un élément important et nouveau. Et je le dis en disant aux Mahorais en même temps que si nous n'avons pas exprimé, nous ne sommes pas exprimés dans les médias jusqu'ici, nous n'avons pas moins agi depuis le début et nous allons passer à une vitesse supérieure parce qu'on a pensé naïvement peut-être que notre gouvernement allait nous accompagner naturellement, puisque depuis le 10 mai quand même, on aurait pu agir et penser aux Mahorais qui sont des Français à part entière. Ce même gouvernement a fait plusieurs propositions, j'allais dire promesses. C'est presque un gros mot, une promesse dans la bouche d'un politique. Mais en tout cas des propositions, notamment sur l'éducation nationale. 500 millions pour l'éducation nationale. Et on lui posera la question, tiens, madame la vice-rectrice, elle sera là demain. On lui posera la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 500 millions? Et 200 millions pour le CHM. Vous êtes le président du conseil de surveillance. Question toute simple, Issa Abdou. 200 millions, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 200 millions? Et dans la même veine, il y a eu, c'est vrai, l'annonce pour une ARS Mayotte de plein exercice. Nous sommes en train de travailler à dessein de pouvoir être opérationnel d'ici la fin de l'année. Tout comme on pourrait parler de la CMUC qui va arriver bientôt. Et donc, oui, sur le plan de la santé, on a plutôt été bien lotis. On n'entre pas dans les autres considérations, l'aspect sécurité qui n'a pas été vraiment été une bonne annonce. Mais enfin, prenons ce qui nous concerne. Parce que c'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Mais 200 millions, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut dire un triple fléchage. Parce qu'il y a d'abord 172 millions
qui ont été annoncés par Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé, qui concernent ce qu'on appelle le COPERMO. Le COPERMO, c'est le comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins, qui remplace le comité national de validation des investissements. Hein. Ouais. Et donc 172 millions, ça va. De quoi s'agit-il? Il s'agira de faire une extension de l'hôpital, celui-là même qui existe sur site. Et, on parle dessus de Mamoudzou. Oui, c'est ça. Ouais. Le conseil départemental, d'ailleurs, parce que c'est l'une des difficultés que nous avions, c'est le foncier. Le conseil départemental a une partie de parcelles. La mairie de Mamoudzou aussi. Il y a des négociations qui ont eu lieu et qui ont été concluantes et qui vont permettre que l'extension se fasse sur site. Et concrètement, ça va concerner la maternité, la première de France. Il faut qu'il y ait des conditions d'accueil qui soient dignes et qui soient surtout calibrés pour 10 000 naissances. Ça, c'est pas nouveau, Issa Abdou. Ça avait été déjà annoncé, en tout cas pressenti, oui, bien voilà. avant l'arrivée de la ministre. Oui. Donc, c'est pour être sûr de bien comprendre. Sur ces 200 millions, il y a 172 millions qui avaient déjà été annoncés avant. Donc, c'est pas véritablement 200 millions pour l'instant. J'arrive. 172 millions, dans ces 200 millions, il faut distinguer 172 millions. Qui étaient d'un autre projet bien avant. D'un autre projet bien avant, mais là, c'est la confirmation. Ouais. Les annonces, c'est une chose. La confirmation avec le fléchage, ça n'est une autre. Donc, dans les 200 millions, il y a 172 millions qui vont concerner le COPERMO et donc l'extension de l'actuel hôpital. Le deuxième élément de ce 200 millions, c'est le deuxième fléchage, concerne 20 millions pour ce qu'on appelle les travaux d'urgence. Les travaux d'urgence, c'est Jacaranda, c'est faire en sorte que les blocs opératoires soient calibrés là aussi pour un meilleur accueil de nos patients. Donc ça, c'est des travaux qui vont démarrer là, tout de suite. Autant les 172 millions, ça va démarrer l'année prochaine. Autant là, les 20 millions, c'est quelque chose de tout de suite pour être dans comme son nom l'indique, des travaux d'urgence. Et puis, il y a un troisième élément, ça concerne cette fois-ci le fonctionnement, parce que ce que je vous ai dit jusque-là, ça concerne, comme vous l'avez compris, l'investissement et le fonctionnement. Nous avons demandé un rebasage du déficit du CHM qui s'élève à 11 millions ou 13 millions si on devait vraiment être strict. Eh bien, nous avons obtenu, et la ministre l'a annoncé, Casse-Rocher la dernière fois, 12,1 millions d'euros pour le fonctionnement, pour apurer, pour résorber le déficit du CHM. Et ce faisant, ça nous permet d'avoir un souffle nouveau, une vraie bouffée d'oxygène qui nous permette notamment de payer les 1500 agents qui sont au CHM, ce qui n'était pas acquis avec le déficit. J'ajoute juste une chose, parce qu'il faut que les gens sachent d'où il vient ce déficit. Il y a eu c'était un argument important que nous avons utilisé à l'adresse du gouvernement. On avait des charges indues, ce qu'on appelle des charges indues, dues notamment à l'octroi de mer, à l'insularité du territoire, mais c'est valable pour les EVASAN ou même la PMI qui à un moment donné a été défaillante. Eh bien, nous avons demandé à ce que le CHM soit accompagné à dessein pour que nous puissions résorber ce déficit. Un déficit qui est aussi lié à un prêt qui avait été fait à l'époque, un prêt qui augmente, un prêt progressif et qui est un véritable piège pour le CHM. Extrêmement budgétivore, Issa Abdou. C'est vrai aussi, mais si ça concernait plus, on va dire, l'investissement que le fonctionnement. Le fonctionnement était surtout impacté par ces dépenses indues, mais que l'État a fini par comprendre et nous accompagner. Juste préciser que la PMI, dont j'ai la charge par ailleurs avec une autre casquette, ça va mieux parce que nous avons mis en place une convention entre le CHM et la PMI et le conseil départemental pour justement éviter que le premier maillon de la chaîne natalité, quand on pense que nous sommes là en face de la première maternité d'Europe, eh bien, ne connaissent plus les difficultés que l'on a connues jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de faire le suivi nécessaire à la campagne de vaccination qui a lieu actuellement. Donc, en résumé, pour bien répondre à la question et que tout soit bien clair pour nos auditeurs, vous me dites si je me trompe ou pas, si j'ai bien compris, sur les 200 millions, 172 millions consacrés à l'extension de l'hôpital de Mamoudzou, d'accord, et notamment des maternités. Ça, c'est un projet qui date, donc c'est une confirmation, simplement. 20 millions en urgence pour les rénovations, donc tout ce qui est urgent, Jacaranda et autres, et entre 8 et 12 millions pour résorber
contribuer à résorber le déficit. Un peu déçu quand même, parce que on s'attendait à 200 millions pour le CHM pour véritablement développer, mais là on nous ressort un projet qui date, et notamment, et pas des moindres, 172 millions. Au bout du compte, en investissement pour développer l'hôpital, il y a quoi en nouveau? À nouveau, il y a les 20 millions, c'était pas acté. Non, mais les 20 millions, ça c'est pour régler les problèmes d'urgence. Oui, voilà. Et les 172 millions, c'est Agnès Buzyn, c'était il y a quelques mois, qui a été annoncé à l'Assemblée nationale suite à une question du député Kamardine, mais c'est pas si vieux que ça. C'est une confirmation là, pour le coup, d'une manière très certaine. Mais vous me donnez là l'occasion de préciser autre chose, parce que j'entends aussi un autre débat qui consiste à dire, bah oui, mais il faudrait peut-être qu'on ait une vision beaucoup plus large et de l'hôpital pour que on construise un autre site ailleurs, quelque chose de plus ambitieux. C'est dans les tuyaux. Sauf que nous sommes un nouvel hôpital, ça coûte à peu près 500 millions d'euros. Nous ne les en vaut pas et nous ne les aurons pas dans les médias. Et donc l'idée pour nous, c'est d'abord construire sur le court moyen terme sur site, en faisant cette extension que je citais tout à l'heure, porter l'hôpital de Petite-Terre dont l'inauguration est prévue pour 2019 et concomitamment faire en sorte que les dispensaires qui sont moribonds, on va dire les choses telles qu'elles sont, pour que ces outils de proximité vivent avec une vraie ambition, avec un vrai projet qui permet de quadriller tout le territoire en termes de soins et sur le long terme se projeter sur un autre hôpital qui soit l'hôpital de la prochaine génération. Donc nous y travaillons dans tous les sens du mot, mais il y a une urgence, il y a le court moyen terme qu'il faut gérer et ça passe par ce Coupermont. Qu'est-ce que vous dites, Issa Abdou, à ces personnes qui sont notamment venues sur ce plateau et qui disent agrandir l'hôpital, améliorer Jacaranda, développer les PMI, ça sert essentiellement les étrangers et les personnes en situation, entre autres, irrégulière qui sont sur Mayotte. Vu que, la dernière étude le montre, les Mahorais, en grande majorité, quand il y a un souci important, voire même accoucher, vont accoucher à l'extérieur de Mayotte. De plus en plus, en tout cas. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? Ils ont en partie raison, mais en même temps, la France, lorsqu'on a affaire à des soins, on ne regarde pas la couleur de la maladie qui est en face. C'est une réalité, mais en même temps, il faut entendre ce discours, c'est vrai. Et ça nous a obligés, c'est aussi notre responsabilité, à agir sur d'autres leviers. C'est pour ça que j'avais proposé la zone internationale. Ce n'était pas le fait du prince ou pour faire plaisir, c'était parce que, précisément, je voulais que les enfants qui naîtront à l'hôpital eh bien, prennent la nationalité de leurs parents. Apparemment, ce n'est pas retenu, l'histoire. Hein. Ce n'est pas retenu, mais nous y travaillons. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu un gros malentendu. L'État nous expliquait qu'il faudrait que une partie de l'hôpital y ait une sorte de souveraineté de voisinage. C'est juste pas envisageable pour nous. Ce que nous voulons et pas autre chose que ces enfants-là prennent la nationalité de leurs enfants et ça permet demain de désengorger l'hôpital. Mais vous me donnez l'autre occasion là aussi de dire la CMUC, ça concerne les Mahorais, ça concerne les affiliés et c'est pour ça que nous avons mis ça en avant beaucoup plus que l'AME qui serait interprété comme étant quelque chose destiné aux étrangers. J'ajoute enfin que l'idée de le minimum qu'il faut payer pour accéder aux soins à l'hôpital, c'est quelque chose qui n'existait pas. Eh bien, nous allons le rétablir. Nous allons faire en sorte que ceux qui bénéficient de soins à l'hôpital, eh bien, payent, même symboliquement, parce qu'il faut participer à cet effort-là et finir avec ce sentiment que c'est gratuit pour les étrangers et que les Mahorais, eux, payent. Voilà. Dernière question, et elle est importante. Quand est-ce que l'hôpital de Mayotte fonctionnera comme les autres hôpitaux de France? C'est-à-dire, en termes de budget, hein, sur l'aspect financier. C'est-à-dire, à Mayotte, on fonctionne avec une enveloppe fermée. C'est ça. Voilà, une enveloppe fermée, point barre. Ceux qui sont affiliés à la sécurité sociale bénéficient des soins, ceux qui ne le sont pas, ceux qui arrivent de l'extérieur, tout le monde travaille à partir de la même enveloppe budgétaire. À l'extérieur, il y a une enveloppe pour les assurés sociaux et une enveloppe pour ceux qui ne le sont pas. Donc du coup, on se retrouve avec une offre de soins qui diminue, forcément. Forcément, puisque pourquoi on n'arrive pas à avoir le même fonctionnement qu'ailleurs? Parce qu'il faudrait à ce moment-là que nous fonctionnions avec ce qu'on appelle la T2A. La T2A, c'est la tarification à l'acte. Oui. Tarification à l'acte, ça veut dire concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ceux qui bénéficient de soins eh bien, payent leurs prestations. Le problème, c'est un peu ce qui se passe à La Réunion. C'est un peu ce qui se passe dans les autres départements de droit commun. Le problème, c'est que avec ça
ça supposerait que comment dire, que les étrangers, là aussi, qui paieraient, mais ils n'ont pas les moyens de payer. Comment on fait pour renflouer les caisses? C'est juste pas possible. Et donc, on voit bien que... Mais il faut mettre en place l'AME. Il faut mettre en place l'AME, mais... Là aussi, certains vous diront, mais on favoriserait les étrangers. On a fait le choix, nous, de mettre en place la CMU-C. D'abord celle-là, parce que c'est l'assurance, c'est les affiliés, ce sont les Mahorais, comme on dit, d'abord et avant tout. Et donc l'idée, il faut se méfier des fausses bonnes idées, parce que l'idée de la T2A, on ne tiendrait pas la route avec ça. On n'a pas les reins solides, on n'aurait pas les reins solides pour ça. Et l'AME, oui, il faudra peut-être un jour la mettre en place, mais c'est pas demain la veille. Et donc, dire qu'on va faire ça fonctionner avec la T2A, c'est pas envisageable à l'État pour les raisons que je viens de vous indiquer. Vous êtes confiant? Vous avez confiance en ce gouvernement, dans ses promesses? Il faut symboliquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que les gens payent, même si c'est pas ça qui va faire vivre l'hôpital, mais symboliquement c'est important pour les Mahorais qui nous observent. Oui, je vous posais la question si vous étiez confiant envers ce gouvernement, si vous croyez en ses promesses, en ses propositions qui ont été faites, ou est-ce que vous restez vigilant? Comme tout Mahorais. Il faut rester vigilant. Il faut juger sur pièce. Moi, je suis très pragmatique et j'essaie de voir les choses, voir évoluer les choses et puis dire que le compte y est ou pas. Mais je dis cela, vous dites le gouvernement, mais je dis aussi nous. C'est pour ça que je suis là pour vous expliquer aussi de ce que, au-delà des annonces, il faut être opérationnel, il faut être organisé, il faut mettre en place, il faut faire preuve de bon usage de ces fonds pour être crédible in fine. Et donc, je suis là aussi pour dire que nous avons aussi notre responsabilité, notre devoir pour que demain, on ne nous dise pas, voyez, on a accordé des fonds à Mayotte, mais on n'a pas été capable de les consommer. C'est ce que nous essayons d'éviter à l'hôpital, c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau de l'aide sociale à l'enfance et des PMI pour que demain, on soit crédible, demain, nous soyons suffisamment forts pour réclamer d'autres moyens parce que le département en a besoin. Toute dernière question, je sais, il y en a plein. On oublie le CHM, on oublie tout ce dont on vient de parler. Parlons juste un tout petit peu politique, si vous êtes d'accord. Issa Abdou, il a quelle couleur politique? Il est quoi? Républicain? MDM? Socialiste? Il est quoi aujourd'hui? Je suis pragmatique, je suis Mahorais qui aime son pays passionnément et qui agit pour son pays. Je suis MDM, j'ai pas changé. Et alors si vous êtes MDM, on sait qu'il va falloir mettre en place un nouveau président, on le sait, avant la fin de l'année 2018. Est-ce que vous êtes candidat à cette présidence du parti? Non, parce que j'ai assez à faire au niveau du conseil départemental. Moi, je bosse matin, midi et soir. C'est vrai, on peut en témoigner. Jusqu'à la fin de la mandature, c'est l'idée que je me fais du mandat qui m'a été confié. Et c'est vrai, je le fais au sein d'une équipe, pas que les Républicains, parce qu'il y a Fatima Soufou, il y a d'autres comme Mhoko et d'autres, Alima Bamdou, qui ne sont pas LR, mais on prend plaisir à bosser dans cette majorité parce que à la tête de celle-ci, il y a un garçon qui s'appelle Sobahadine qui nous fait confiance et qui nous donne les moyens de nous exprimer au service des Mahorais. Et je crois que c'est ça le plus important. Au-delà des couleurs politiques, on a les Mahorais ne me posent plus cette question. Est-ce que vous êtes MDM? Est-ce que vous êtes socialiste, etc. Ils me posent la question de l'efficacité. Comment va le CHM? Comment va l'action sociale? Et je crois savoir, sans chauvinisme, qu'ils sont plutôt contents. Je crois que c'est plutôt ça le plus important. Ce devoir d'être à la hauteur et de travailler pour les Mahorais. Et puis après, vous savez, on fera les comptes à la fin de la mandature, mais c'est d'abord ça qui est important. Si vous n'êtes pas candidat pour la présidence du MDM, vous dites que vous êtes MDM, donc très bien, c'est donc votre parti politique. Qui vous allez soutenir? Plutôt quelqu'un comme Ibrahim Bonaïri, plutôt quelqu'un comme Daniel Zaïdani, plutôt le président sortant, Aïnoudine? Vous voyez qui à la tête de votre parti? On aura l'occasion de nous poser cette question, mais je pense que on a dit adieu à Adrien Giraud, qui était sénateur de Mayotte et qui était président du MDM. Il y a un sénateur aujourd'hui qui est Sani Abdallah qui est MDM. On peut, là aussi, je ne dis pas que c'est... Mais c'est vrai que la culture MDM, c'est plutôt faire honneur à ceux qui ont des mandats politiques et qui plus est mieux placés. Donc pourquoi pas Sani Abdallah? Mais c'est un débat qu'on aura en interne et si ça devait être Bonaïri ou un autre, ça sera avec le même plaisir qu'on travaillerait avec lui. Mais ce qui est important, au-delà des hommes et des femmes, parce que ça peut être une femme, pourquoi pas, c'est
vraiment être un ordre de bataille pour le parti d'abord, et puis c'est vrai, ne plus rater les échéances qui se succèdent, je pense à 2020 et 2021 notamment. Vous savez ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous n'échappez pas devant les questions. Et nous, en tant que journalistes ou présentateurs, comme vous voulez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais partagez. Merci beaucoup, Issa Abdou. Vous savez, il n'y a pas de questions tabou. Oui, mais surtout, il n'y a pas de bonnes réponses, il y a toujours de bonnes questions. Donc, merci à vous de me poser les bonnes questions à chaque fois. Merci beaucoup, Issa Abdou, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole extra large. Tout de suite, la suite de nos programmes.